Partons à présent sur les routes du Japon. Alors non pas celles d'aujourd'hui, mais celles de la seconde moitié du 19e siècle. Sur les routes d'un Japon rêvé, c'est le titre de votre dernier travail, Philippe Ackermann, chargé de communication à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Alors c'est un livre totalement étonnant. On y retrouve par thématique les témoignages, parce que ce sont des témoignages des voyageurs français qui, dès 1858, se sont rendus dans l'archipel. Et d'ailleurs, expliquez-nous pourquoi si tard finalement. 1858, c'est près de 3 siècles après les Portugais, puis c'est bien après les Hollandais et les Chinois qui, eux, avaient le droit d'y aller. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Japon s'est replié sur lui-même pendant plus de 2 siècles. Seuls les Hollandais avaient un comptoir à Nagasaki. Et les autres, les Portugais, les Européens, n'avaient plus accès à ce pays. Il y a quelques rares Français qui ont travaillé pour les Hollandais, mais on n'a pas de témoignages de Français. Et donc, il va falloir attendre 1858. Enfin, après 1853-54, ça va être les Américains qui vont ouvrir le Japon, qui vont forcer le Japon à s'ouvrir. Et en 58, il va y avoir un traité signé entre la France et le Japon. Et c'est là où les premiers Français posent le pied sur l'archipel japonais. Un traité essentiellement commercial à l'époque. Alors, c'est un traité d'amitié et de commerce, voilà, de paix. Alors, les Hollandais, quand eux avaient le droit d'être présents, envoyaient des porcelaines, envoyaient des œuvres d'art. Est-ce que c'est ça qui a donné le goût, notamment aux aux voyageurs français de se rendre au Japon? Qu'est-ce qui les fascinait autant? En fait, c'est vrai que les Français, pendant plus de 2 siècles, avaient peu de connaissances sur le Japon. C'était essentiellement à travers ces objets qui étaient donc vendus dont faisait le commerce la Compagnie des Indes orientales, donc les Hollandais, et c'était destiné alors principalement au cour royal. Alors ça va être par exemple les lacs de Marie-Antoinette. Mazarin aussi avait une énorme collection d'objets japonais. Donc ça va être vraiment destiné à une élite, mais c'est vrai que ces ivoires, ces lacs, toutes ces peintures vont faire rêver en tout cas l'aristocratie européenne et française. C'est ça qui a lancé cette vague de japonisme en Europe? Alors, ce qui va se passer, c'est que donc les premiers Français, donc cette ambassade française qui arrive au Japon, avec notamment le baron de Chassiron, qui vont acheter sur place énormément d'objets, vont les rapporter en France. Maintenant, on les retrouve d'ailleurs dans des musées français. Et ça va être le tout début de cet engouement pour ces objets japonais qu'on va pouvoir, en tout cas, à partir de 1858, faire venir du Japon, parce que là, du coup, il va y avoir tout un trafic, il va y avoir aussi les messageries maritimes, enfin, se déplacer vers le Japon va être beaucoup plus simple, donc commerce avec le Japon aussi, et donc, du coup, il va y avoir énormément d'objets qui vont se retrouver dans les salles de vente, dans les bazars en France, enfin, tous ces grands magasins, et donc, c'est ça qui va donner envie aux gens. Donc, on va dire, jusqu'à présent, c'était vraiment les plus huppés. Et là, maintenant, ça va être la bourgeoisie ou même les gens qui vont... Voilà, il va y avoir tout un commerce autour de ces objets. Et alors, dans ce livre, justement, on a les témoignages, des extraits de carnets de voyage, en fait, de l'époque. Donc, on est au fin 19e siècle. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que les circuits touristiques de l'époque, c'est un petit peu ce qu'on conseille encore aujourd'hui d'aller voir au Japon. Oui, tout à fait. C'est ça qui est assez amusant quand même, c'est que, en fait, on a l'impression que des fois, c'est des livres qui ont été écrits aujourd'hui. Alors, ce sont des livres assez légers. On est dans les récits de voyage, Excursion au Japon, Voyage d'une Parisienne en Asie. Non, mais c'est ça qui est croustillant, en fait, à la lecture de ce livre. C'est qu'en fait, on découvre les remarques sur les habitudes culinaires, sur les bains publics. J'ai retenu justement un certain Jean-Jacques Matignon qui, en 1897, disait « Il n'y a qu'un peuple propre, réellement propre ». J'aime bien la précision. C'est le peuple japonais. La japonaise est incontestablement la femme la plus propre du monde. C'est vraiment une anecdote, mais croustillante. Oui, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart de ces récits qui se ressemblent quand même beaucoup. Bien sûr, les points de vue peuvent être assez différents, mais la propreté des Japonais, donc c'est cette coutume du bain qui était inconnue en France, ça c'est vraiment très apprécié. Il va y avoir aussi les intérieurs japonais avec donc ces tatamis, ces nattes immaculées. Ça aussi c'est quelque chose qui les oreillers inconfortables par rapport au confort occidental. Évidemment, alors là encore, il y a une fascination pour le Japon. On va beaucoup aimer les paysages, on va beaucoup aimer les femmes japonaises, mais par contre, l'inconfort japonais, ces maisons japonaises qui sont très froides l'été, c'est des maisons construites de bois et de papier, enfin des Un de ces voyageurs français dit « On ignore au Japon ce que nous appelons la bonne chère et le confortable ». Alors c'est vrai que si aujourd'hui la cuisine japonaise est vraiment appréciée, à l'époque le poisson cru ne l'était pas. Alors là, pas du tout. Alors là, ces voyageurs français sont unanimes sur le fait que manger du poisson cru, c'est quelque chose d'inimaginable. Et
et même la cuisine japonaise, si ce n'est le fait qu'elle est vraiment présentée dans des petites coupelles et c'est très, très agréable à l'œil, généralement, ils n'apprécient pas beaucoup. Et d'ailleurs, les premiers voyageurs se déplaçaient avec leur boîte de conserve. Donc, c'est vraiment parce que la cuisine japonaise, c'est quelque chose qui passait pas. Entre l'époque Edo et l'époque Meiji, vous disiez le Japon s'était refermé. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire aussi que c'est un pays qu'on a du mal à pénétrer, relativement fermé. Qu'est-ce qui justifie ça? Alors, bon, là, il est fermé en ce moment. En tout cas, non, je ne parle pas de la crise sanitaire, oui. Non, mais alors ça, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense qu'au contraire, il y a énormément de Français qui vont... Ah non, qui y vont, oui, mais après, pour pénétrer dans l'âme japonaise et s'intégrer au sein même de la population japonaise... Je suis pas d'accord. Alors voilà. c'est le mystère du Japon, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans un cliché, comme il y en a beaucoup dans ce livre d'ailleurs. Vous avez raison. On a beaucoup d'idées préconçues sur le Japon, mais oui, enfin, je pense qu'on peut tout à fait très bien vivre au Japon et parler avec les Japonais. En tout cas, sur les routes d'un Japon rêvé, c'est vraiment à lire avant de se rendre au Japon. Merci beaucoup Philippe Ackermann d'être venu nous en parler sur notre plateau. Merci à vous.